Bonjour à toutes et à tous, voici enfin une nouvelle vidéo sur les techniques anti-piratage dans les consoles de jeux. Je sais que ça fait longtemps, je suis désolé un petit peu pour le retard, mais cette fois-ci on s'attaque à une console qui a eu beaucoup d'importance, en tout cas que tout le monde attendait après la PS2, à savoir la PS3 de chez Sony. Oh les ok, qu'est-ce qu'elle est lourde! Donc voilà, la PS3, dans son... Alors ça c'est une PS3 Slim, ce n'est pas la grande version, ce qu'on appelle la PS3 Fat, c'est la PS3 Slim et pourtant elle pèse le poids d'un âne mort, avec donc du coup le lecteur Blu-ray, qu'on parlera bien sûr après, pour une fois que j'ai une console que je peux vous présenter, enfin, je vous avais déjà présenté la 3DS, là voici donc du coup la PS3. Dans son bel écran PS3 Slim, il y aura également une autre version de la PS3 qui n'aura pas le lecteur, enfin qui aura le lecteur Blu-ray mais non motorisé, où il faudra ouvrir et refermer après la console. On a parlé de la PS2, donc il fallait bien évidemment qu'on parle de la PS3, qui était vraiment considérée comme intouchable en fait à l'époque, contrairement à la Xbox 360, où même les pros Sony disaient que la PS3 était beaucoup plus sécurisée, mais on en a parlé dans une autre vidéo au niveau de la 360. Mais vous allez voir en fait que cette soi-disant immunité existait au prix d'un marché un petit peu informel entre Sony et les hackers, notamment grâce à un mode très important qui s'appelait OverOS, on en parlera un peu plus tard. Mais une fois que ce marché a cessé d'exister, la console a attiré un peu toutes les convoitises et la sécurité s'est effondrée. Générique. La PlayStation 3 est sortie en 2007 et fut la dernière console de 7ème génération. Elle est sortie au prix assez élevé de 599 €, ce qui en a fait la console la plus chère de cette époque. En effet, Microsoft se targuait même du fait que vous pouviez acheter une Wii et une Xbox 360 pour le même prix. Cette date de sortie tardive et ce prix exorbitant pour l'époque donnera à la PS3 un départ très difficile, surtout contre sa rivale, la Xbox 360. Ce prix s'explique surtout avec le lecteur Blu-ray intégré qui permettra d'un côté d'avoir des jeux qui tiennent sur un seul disque au lieu de plusieurs sur Xbox. Mais la PS3 sera également, comme la PS2 avec son lecteur de DVD, le premier lecteur de films Blu-ray pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, cette histoire de Blu-ray et de son rival du HD-DVD est une histoire passionnante qu'on parlera peut-être dans une autre vidéo. Bref, revenons à nos moutons. Niveau technique, la PS3 comporte un processeur Cell développé conjointement avec IBM et Toshiba, utilisant la technologie PowerPC, cette base qui était utilisée dans les supercalculateurs. À l'intérieur du Cell, on retrouve un PPE ou PowerPC Processing Element, servant pour l'exécution des processus principaux. D'ailleurs, ce Processing Element est le même que celui qu'on retrouve dans la Xbox 360. J'en avais parlé dans la vidéo de la Xbox 360, mais Microsoft avait fait un partenariat avec IBM à l'époque, et via leur contrat, Microsoft a pu récupérer l'architecture des PPE pour son propre processeur. Mais revenons à l'intérieur du Cell. En plus du PPE, le Cell comprenait 8 cœurs annexes, appelés SPE ou Synergistic Processing Element, qui sont utilisés comme processeurs secondaires pour paralléliser les calculs.
Niveau graphique, la PS3 utilise une puce personnalisée créée en conjoint avec Nvidia, appelée le RSX ou Reality Synthesizer, qui utilise l'architecture d'une GeForce 7 avec une fréquence de 500 MHz. Ce qui pourrait sembler peu, mais pourtant la PS3 était capable d'afficher des graphismes époustouflants pour l'époque, malgré parfois un petit voile gris sur les textures. La PS3 permettait également de lire les jeux PS2. Pour ce faire, Sony a créé une puce qui contient les deux processeurs de la PS2, l'Emotion Engine et le Graphics Synthesizer, assurant une compatibilité quasi parfaite avec tous les jeux PS2. Une autre puce importante est située juste ici, c'est le Syscon. Son rôle est d'effectuer un démarrage sécurisé de la console en initialisant le processeur Cell et les diverses mémoires. D'ailleurs, en parlant de mémoire, la PS3 embarque 256 mégaoctets de RAM principale. Niveau interface, la PS3 utilise une nouvelle version du XMB ou Cross Media Bar, dont on a vu la première version sur le PSX au Japon, mais aussi sur la PSP sortie quelques temps plus tôt. Enfin, comme je le disais, les jeux étaient distribués sous format Blu-ray qui permettait de stocker 25 Go voire même 50 gigaoctets sur des Blu-ray double couche. Et toute cette puissance sera surtout mise au service de nombreux jeux comme Metal Gear Solid 4, The Last of Us ou bien même Demon's Souls. Mais c'est autre chose qui a séduit une partie de la population, un mode que Sony était fier d'ajouter sur sa console, le mode OtherOS. Le mode OtherOS était une fonctionnalité des premières versions de la PS3, qui permettait d'installer certaines versions de Linux comme Yellow Dog Linux ou bien Ubuntu sur la PlayStation. Avec ce mode, les utilisateurs pouvaient transformer leur PS3 en un véritable ordinateur de bureau, permettant d'utiliser la PS3 avec divers logiciels comme Firefox pour aller sur internet ou bien OpenOffice pour écrire des documents, avec la possibilité de brancher un clavier et une souris pour transformer vraiment la PS3 en PC. Ce mode permettait également l'usage d'Homebrew sur la console par le biais d'applications Linux compilées pour processeurs PowerPC, comme par exemple des émulateurs. Cependant en 2010, coup de théâtre, Sony a retiré cette fonctionnalité au nom de la sécurité avec la mise à jour du firmware 3.21. Sony a pris sans doute peur en voyant ce qui se passait chez la concurrence avec la ISO 160 et la faille de l'hyperviseur par Commodore Forever. Cela a conduit à un recours collectif contre Sony de la part des utilisateurs et la justice a obligé Sony à fournir une compensation allant jusqu'à 60 $ par utilisateur. Entre-temps, le retrait de ce mode OtherOS va forcer la Linux Team à chercher un nouveau moyen pour installer Linux sur la PS3, et trouvera des compagnons d'infortune avec la Warez Team, malgré eux, pour trouver la première vraie faille sur PS3. Et en septembre 2010, quelques mois après la suppression de OtherOS, qu'un drôle d'outil fut sorti. Prenant la forme d'une clé USB, le PS Jailbreak permettait de lancer un payload en utilisant une faille dans le système USB de la PS3. Voyez-vous, ce n'est pas dû au hasard que le système USB soit attaqué par l'équipe de hackers. En effet, Sony utilisait les ports USB de la PS3 et une clé USB spéciale pour activer le Factory Service Mode, un mode sans échec pour restaurer ou réparer des PS3 dans les centres de réparation ou en usine. Si cela vous paraît étrange, souvenez-vous que Sony faisait la même chose avec la PSP avec la Pandora's Battery ou la Service Battery. Comment fonctionne ce PS Jailbreak? En vrai, c'est assez simple. Mais il faut d'abord expliquer comment fonctionne la détection d'un appareil par le protocole USB. Cette détection est la même pour quasiment tous les appareils. Prenons une clé USB que vous branchez sur votre ordinateur. La clé USB envoie à l'OS des informations sur ce qu'est cette clé USB. Ici, disons que c'est un stockage USB, ou Mass Storage Device. La clé USB envoie ensuite la version du protocole USB utilisé, l'identifiant de la marque, l'identifiant du produit et la puissance maximale utilisée. Toutes ces informations sont regroupées au sein d'un descriptor, et un appareil USB peut avoir plusieurs descriptors. Par exemple, si vous avez un casque USB de brancher, vous pouvez avoir un descriptor pour la sortie audio, un descriptor pour l'entrée audio s'il y a un micro. Mais revenons au PS Jailbreak. Les hackers ont trouvé une faille dans le USB stack lors du démarrage de la PS3. Dès lors que le PS Jailbreak est branché au démarrage de la PS3, le PS Jailbreak fait croire à la PS3 qu'il est en réalité un hub USB de 6 ports. Puis, il fait croire que dans son port numéro 1 se trouve une clé USB contenant du code PS3. Ce code est en fait le payload qui sera exécuté par la console. Quelques millisecondes plus tard, un faux appareil est branché sur le faux port numéro 2.
Un troisième faux appareil est branché sur le faux port numéro 3, avec celui-là un descriptor anormalement grand, forçant la déconnexion du second appareil pour libérer de la mémoire. Un quatrième faux appareil est ensuite connecté sur le faux port numéro 4. Cet appareil contient 3 descriptors qui contiennent du code PowerPC exécuté par le kernel de la PS3, mais avec 14 octets en trop. Les préparatifs sont terminés, il ne manque plus qu'un dernier faux appareil branché sur le port numéro 5. Ce faux appareil émule la clé USB officielle de Sony pour mettre la console en Factory Service Mode. C'est ce branchement de ce faux appareil qui déclenche un challenge response immédiat de la part de la PS3 pour vérifier que la clé USB est officielle. Et c'est ce code qui va provoquer le hack de la PS3 en provoquant un heap overflow, une fuite de mémoire. La PS3 va exécuter le code PowerPC qui était programmé dans le quatrième faux appareil. Ce code permet de modifier comment la console se comporte quand un appareil se déconnecte. Les faux appareils dans le port 4, 3 et 1 sont ensuite déconnectés et leurs codes respectifs sont exécutés, dont évidemment le code PS3 situé dans le faux appareil port numéro 1. Ce code permet d'exploiter le Game OS, ou plus simplement le XMB de la PS3, permettant d'installer des applications non autorisées mais également des jeux piratés sur la console. Sony a essayé de combler la faille, mais quelques temps plus tard, une autre méthode fut découverte. Quelques temps plus tard, l'équipe Fail Overflow ont découvert les Master Keys, les clés du système. D'une part, cette clé permet de signer les différents logiciels qui peuvent être exécutés sur la console. Avec ces Master Keys en leur possession, il était donc possible de signer du code non officiel pour ensuite l'exécuter directement depuis le Game OS, le nom-code du XMB. Ceci permet ensuite d'installer n'importe quel programme, comme par exemple RetroArch sur sa PS3. Bien évidemment, avec cette clé, il était aussi possible d'installer des jeux piratés sur sa PS3, ou bien d'avoir un logiciel permettant de lire les disques gravés. Point positif pour Sony de s'être cramponné sur le lecteur Blu-ray fait que peu de Blu-ray gravés n'ont inondé le marché car trop coûteux par rapport à un DVD. Mais ce n'est pas tout. Ces Master Keys permettaient de protéger une zone qui s'appelait Level 0 et qui était responsable du démarrage de la console et de la vérification de l'intégrité du firmware. Lorsque les Master Keys ont été découvertes, ceci a permis de signer des custom firmware, permettant ainsi de contourner les vérifications du level 0, et donc d'installer un tout nouvel Game OS comprenant déjà des protections supprimées. Et voici comment la sécurité de la PS3 a été défaite. Sony, et même les défenseurs de la marque, les Sony fanboys, comme on pourrait les appeler, pensaient que la PS3 était une console inviolable, car en effet cette console a tenu plus longtemps que les autres à être attaquée, et surtout en fait à être mise à mal par les pirates. Mais ce répit en fait était là pour une bonne raison. Avec OtherOS, le Linux de la PS3, Sony tenait en fait les équipes de hackers loin de leur console. Comme je l'expliquais précédemment, il y a plusieurs équipes de hackers, il y a la Linux Team qui veulent installer Linux dans tous les domaines, sur tout et n'importe quoi. Il y a la Warez Team qui eux sont plutôt demandants de piratage en fait. C'est l'équipe en fait qui est responsable en gros de la sortie des jeux piratés sur les forums, sur d'autres sites. Et il y a la troisième équipe qui est plutôt la Homebrew Team, même si la Linux Team fait un peu partie de la Homebrew Team, qui eux veulent en fait juste pouvoir développer et installer n'importe quelle application sur l'appareil en question. Ce qui fait que OtherOS en fait permettait à la Linux Team et la Homebrew Team en partie d'avoir leur fonctionnalité sur la console directement adoubée par Sony. Ça permettait en fait du coup d'avoir d'un côté deux équipes qui sont un petit peu occupées avec OtherOS sans compromettre la sécurité de la console. D'ailleurs, c'est ce que fera Microsoft avec le Dev Mode sur la Xbox One et sur les Xbox Series, ce qui fait que la Xbox One et la Xbox Series, à l'heure actuelle, ne seront pas vraiment impactés par le piratage. Mais dès que Sony en fait a supprimé OtherOS, toutes les équipes se sont regroupées en un seul front pour pouvoir attaquer la sécurité de la PS3. D'un côté, la Linux Team, l'objectif était d'installer Linux sur la PS3. L'objectif de la Homebrew Team était de pouvoir installer des Homebrew, VLC, RetroArch, etc. sur la console. Et évidemment la Warez Team qui était, elle, très friand de pouvoir casser la sécurité de la console pour pouvoir y jouer des jeux piratés. Puis évidemment, les choses se faisant, la console à l'heure actuelle a été totalement ouverte. Il est très facile d'installer un custom firmware sur la PS3 pour pouvoir installer d'autres logiciels, comme par exemple, comme je le disais, RetroArch, qui permet donc du coup d'avoir des émulateurs sur PS3.
Et tout ça, en fait, c'est fait un petit peu à cause de ce bad move de chez Sony qui leur a coûté de l'argent et également, du coup, la sécurité de la console. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo, c'est très important, à la partager. Et surtout, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Nous, on se retrouve donc du coup prochainement pour un nouvel épisode, sans doute à la rentrée, pour un épisode sur soit des techniques anti-piratage, soit j'essaierai de parler d'un petit truc intéressant en termes d'électronique. J'ai plusieurs scripts en fait de près et je pense que ça pourrait être très intéressant de parler d'autre chose que l'anti-piratage. C'est toujours lié aux consoles, mais je pense que ça peut être intéressant de parler un petit peu d'autre chose que l'anti-piratage de temps à autre. Ou alors, si vous préférez ce format-là, il y a des tonnes de consoles que vous pouvez suggérer d'ailleurs en commentaire, et je me ferai une joie de vous sortir un épisode. En tout cas, à très bientôt et passez de bonnes vacances. Allez, ciao!